Médiateur professionnel, une profession d'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations. Coaching, consulting et ingénierie relationnelle. Aider à se positionner, à identifier des choix, à prendre des décisions, à structurer les projets individuels et collectifs, à mieux communiquer ensemble, transmettre des connaissances et des compétences dans le champ des relations, la profession de médiateur ne pouvait qu'émerger. Que je vous dise, la médiation professionnelle est dans le champ de l'accompagnement personnel et interpersonnel la seule pratique où la rationalité est le référentiel. Non pas principal, mais le référentiel rationnel. C'est dans son creuset que j'ai initié les expressions processus structuré, ingénierie relationnelle et inimaginable discussion. Ce n'est pas pour rien si je vous dis que l'usage de la raison est la plus grande source de créativité. C'est parce que j'en ai fait l'expérience, je continue de le faire, et à en faire l'expérience à un grand nombre de personnes. Quant à l'approche voisine, le coaching, après des années d'incertitude dans son développement, il a une certaine prise dans notre société. L'ouvrage cinglant de Roger-Paul Droit, inspiré de celui de Michel Lacroix, n'a rien changé au développement des modes fantaisistes qui en font les recettes principales. Et il y a bien des raisons à cela. Dans le monde des idées, on trouve de tout, et le plus invraisemblable, c'est qu'un grand nombre de gens s'en satisfont. Même les plus incohérentes de ces fantaisies ont leur méthode, de quoi égarer le sens critique. Mais la principale raison du succès du coaching, et d'ailleurs aussi de l'émergence de la profession de médiateur, est dans l'aspiration à réguler, sinon à pleinement maîtriser ses emportements et canaliser ses aspirations. Ainsi, je me donne comme objectif ici de vous offrir le référentiel spécifique de la profession de médiateur, de vous aider dans la clarification de la cohérence de notre nouvelle profession. Avec ces éléments, vous pourrez exercer la profession de médiateur dans toute son amplitude. C'est autant une affaire de compétences que de positionnement. Je vais vous en faire la démonstration. Mais cette démonstration nécessite quelques préalables. Vous-même, compte tenu de ce que vous savez déjà faire, si vous êtes médiateur professionnel, vous pouvez vous dire que l'accompagnement individuel est dans l'ordre de vos compétences. Et si vous êtes coach, vous pouvez vous dire que vous pouvez probablement réaliser des missions de médiation. Puisque vous faites profession ou que vous envisagez de faire profession de l'accompagnement des autres, vous voudrez bien entendre tout cela au regard du sens de la vie. De fait, l'un ou l'autre, coach ou médiateur professionnel, vous êtes dans le champ de ce qui vous intéresse, ce qui ne peut qu'être une source de plaisir dans la vie, plutôt que de subir une existence où vous vous sentiriez obligé de faire une activité qui ne vous plairait pas. Vous voici donc sur votre chemin, quitte à l'aménager à votre manière, histoire de faire de votre vie votre propre œuvre. Donc, bienvenue, bonjour à chacune et chacun. Si vous vous dites que l'accompagnement individuel n'est pas dans un challenge, ma proposition risque de ne pas vous convenir, parce que c'est un défi. Et la médiation professionnelle, a fortiori, relève aussi des défis. Elle s'inscrit dans un esprit d'une forme de compétition. C'est l'art de mettre la méthode à l'épreuve et d'exercer le talent de la rationalité. En poursuivant, vous pouvez donc être choqué. Or, mon objectif n'est pas là. Il est d'outiller des professionnels, pas de faire de la complaisance marketing. L'idée est de vous prédisposer ici à une posture d'accueil de tout ce qui peut faire la différence entre des pratiques, pour vous permettre de vous approprier l'originalité qui est à la clé. Alors, je peux être précis. Ce type d'état émotionnel, être choqué, concerne certaines personnes et pas d'autres. Pourquoi ? Eh bien, tout comme la provocation ne jaillit que chez les personnes provocables,
Les personnes choquées ne sont que les personnes choquables. Si vous vous retrouvez choqué, c'est le moment de vous dire merci à vous-même. Merci de l'indicateur que vous trouvez dans votre aptitude à l'accueil, au rejet, sur une thématique qui vous intéresse. Vous identifiez une limite, et quand on identifie quelque chose, eh bien, c'est le moment d'un merci. Parce que, en effet, l'usage de la raison est un défi dans sa constance face à la perturbation émotionnelle. Je vais vous parler en termes actualisés des performances et des limites des travaux de René Descartes, le fondateur de la première méthode pour bien conduire sa pensée. Encore faut-il non seulement l'appliquer à soi-même, et être en capacité de l'appliquer à autrui. C'est vrai que c'est un défi. Je vais clarifier les conditions pour le relever. Pour cela, je partagerai la parole avec René Descartes qui est passé avant moi pour répondre à cette question. L'usage de la raison est-il fait pour tout le monde? L'objectif de cette méthode appliquée en accompagnement individuel est le résultat, la liberté de décision et l'entente, soit l'affirmation de soi et l'altérité. Notez cela dans un carré de réciprocité. La liberté, l'affirmation de soi, l'entente, l'altérité. Et ça se croise très bien. La liberté est à l'entente ce que l'affirmation de soi est à l'altérité. La liberté est à l'affirmation de soi ce que l'entente est à l'altérité. En approfondissant, vous pourrez trouver que la liberté des uns ne s'arrête pas à celle des autres, mais qu'elle s'étend au travers de celle des autres. Et que chacun de ces concepts nécessite un apprentissage de contenu par l'usage de la raison. Tout est là. Je pourrais penser avoir tout dit, mais j'ai bien constaté que ce n'est pas aussi simple. Tous les médiateurs professionnels le savent. Une fois que l'on a clarifié la terminologie en formation CAPEM, on en vient à clarifier ce qu'est une relation. Et une relation, c'est avant tout des gens, des personnes. C'est pourquoi la médiation professionnelle est une approche de la personne et des différents types de fonctionnement individuel et de leur interaction. C'est essentiel en termes d'altérité. L'enjeu d'une définition est de faire réfléchir. Il est essentiel de bien comprendre ce qu'est une personne, une relation, les interactions, ce qui les favorise et les bloque. Parfois, même l'acte de réfléchir est utile à bien définir. Je vais vous l'illustrer plus loin de manière forte. La caractéristique de la médiation professionnelle est dans cette rigueur de définition, cette précision sémantique, autant que dans la méthodologie. Ce n'est pas pour rien que vous y trouvez du modèle SIC partout, parce que c'est là que ça se passe, dans les structures et interactions en communication. Les sens reçoivent une information, le système nerveux central en fait le traitement, et il en sort une expression. Et dans tout cela, vous cherchez à quel moment vous avez vraiment choisi que ça se passe comme ça. Et vous ne trouvez pas. À réfléchir de cette manière, on peut se trouver perdu. Or, cette ignorance n'est en rien une entrave, même si c'est une réalité. C'est une donnée de l'existence, et c'est à partir de là que vous apprenez et que nous apprenons. De ce fait, pour l'accompagnement individuel et le développement personnel, l'usage de la rationalité est souvent critiqué. Parce qu'il est difficile d'être dans cette rigueur, dans ce doute, et de pouvoir s'en servir comme levier d'existence, de sens, de compréhension. Nous plaçons des urgences comme si le temps lui-même était impatient. À son époque déjà, Descartes avait pu constater que tout un chacun a le sentiment d'être suffisamment pourvu de raison, il appelait cela le bon sens, ce qui est équivoque aujourd'hui, qu'il n'en souhaite pas davantage. Je m'autorise à actualiser le propos de Descartes. Je préfère utiliser ici le terme de rationalité à cause de la polysémie du mot raison, qui signifie autant motivation, cause, intention que pertinence ou encore bon sens. Pascal lui-même s'y est pris les neurones dans le tapis. Alors, pour faire simple,
Je vous invite à lire le discours de la méthode. L'auteur explique la conduite de sa pensée pour un projet personnel. Il a fait si fort qu'on en parle encore aujourd'hui. Il a lancé un usage méthodique de la rationalité dans l'humanité. Il a démystifié le doute et grâce à cette méthode, les sciences ont pu progresser. Des voies nouvelles de réflexion se sont ouvertes. Et pour ce qui nous intéresse, il a eu le sens de la formule. Je pense, donc je suis. Il a ouvert la voie à la reconnaissance de l'individualité, au déconfusionnement identitaire, ce qui n'est pas gagné encore, puisque c'est encore la principale difficulté de notre époque en société. Bref, en poursuivant sa réflexion à propos de la raison, René Descartes observait que la méthode rationnelle n'est pas accessible à tout le monde. Et ça, je dirais, c'est tout à fait observable aujourd'hui encore. Mais exprimer cela, c'est lourd de sens. Quand ceux qui ne sont pas capables de rationalité la dénoncent pour sa froideur, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que la froideur dont il s'agit n'a pas pour cause la rationalité, mais une raison du cœur, c'est-à-dire une motivation ou une indifférence. Ils sont victimes d'une confusion des sentiments et des émotions. Cette froideur est un ressenti face à une expression d'un état émotionnel. Si toutefois c'est de l'indifférence, en tout cas, ce n'est pas de la rationalité. Car si une personne utilise la rationalité dans une situation, dans une relation, c'est pour comprendre. Et aucun acte rationalisé n'est posé sans mesure, sans distanciation. Tout acte qui suit l'usage de la raison est composé de cette altérité qui participe de la conscience humaine. En fait, la rationalité n'est ni froide ni chaude. Elle n'a pas de température ni de teinte. Elle n'est ni transparente ni obscure. Tout cela n'a rien à voir. La rationalité est juste un outil pour identifier, observer, désigner, nommer, distinguer, mais pas pour motiver, ni pour déclencher, ni pour attirer, ni repousser, ni pour juger. Tout cela, c'est l'émotion. Et c'est une erreur grossière que d'opposer l'émotion à la rationalité. Descartes n'avait pas fait l'erreur des promoteurs contemporains de l'intelligence émotionnelle qui s'y sont abondamment fourvoyés. Mais j'y reviendrai. Faisons ensemble le constat que ce n'est pas la même chose que d'avoir la raison assujettie aux émotions que les émotions maîtrisées par la raison. La raison est une instrumentation qui s'utilise en réflexion pour comprendre et structurer. Elle est bien plus qu'une méthode d'analyse. La rationalité est au service de la conscience et de la réflexion. Elle permet de développer la finesse de l'observation et de déployer l'imaginaire dans une perspective que cet imaginaire soit en phase avec la réalité. Grâce à la rationalité, on innove, on invente, on crée. On modernise, on déploie la qualité des relations humaines dans la globalité de la vie. On produit du sens dans une démarche éthique. Descartes aura cependant mis ce bémol. Est-ce de la lucidité? Il a exprimé que la raison n'est pas utile, ni même accessible, de manière universelle. C'est peut-être ce qui explique que la rationalité est si mal appropriée pour être enseignée dans le champ de ce qui fait notre fonctionnement, notre communication et nos modes relationnels. La responsabilité n'incombe pas à Descartes, qui a observé, je le rappelle, que chacun se pense suffisamment doté en raison qu'il n'en désire pas davantage. Resterait à faire évoluer cette perception trompeuse de soi. Ce n'est pas là l'œuvre du malin génie du doute hyperbolique, mais une de ces conclusions trompeuses qu'adopte notre intellect quand la rationalité ne vient pas distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. J'ai appelé cela une illusion intellectuelle. Tout un chacun peut s'en satisfaire par complaisance envers soi-même, comme l'exprime si bien cette citation attribuée à Talleyrand. Quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. L'éducation
cette manière de transmettre des attitudes et des comportements pour se conformer ou être acceptable en société n'est actuellement pas une pratique de la raison. Encore une fois, il s'agit d'un biais polysémique parce qu'on y parlera plutôt de raisonnable. Ainsi, l'éducation raisonnable, l'éducation au raisonnable, est faite par un dressage des états émotionnels, pas par des cours d'usage de la raison pour bien conduire sa pensée. C'est sans doute là que le manque existe. Et là que l'ingénierie relationnelle a toute sa place actuellement dans le monde des adultes, peut-être plus tard dans le monde des enfants. Si j'osais quelques néologismes ici, je dirais que le médiateur professionnel pourrait faire œuvre de méthodonomie, soit la meilleure manière de structurer la conduite de la pensée grâce à la rationalité, autant que de débatologie, laquelle approche consisterait à étudier les différentes manières de cesser de se battre. Passons à la créativité sémantique. De fait, la rationalité est un outil au service du démêlage des contradictions, des confusions, des erreurs de perception. Il est clair que l'accumulation de connaissances et même de modes de raisonnement ne garantissent pas l'appropriation de la méthode rationnelle. Ce ne sont que des applications circonstancielles. Et il n'est pas faux de dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir bien manier certains outils, certains instruments, qu'il s'agisse du matériel ou de l'intellectuel. Il suffit d'en être un utilisateur, même ponctuel, et parfois ça suffit. Ça peut suffire à la vie. Certains font un usage plus régulier de certains outils. Ce n'est pas tous les jours que j'utilise un marteau ou un tournevis. Il suffit que lorsque je m'en sers, je ne me tape pas sur les doigts ou je ne me fais pas un trou dans la main. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça peut être un entraînement. L'appétence peut en faciliter l'usage, mais ne constitue pas une exclusivité ni une garantie de pertinence et d'efficacité. Les jeux de société, comme le jeu de Go ou les échecs, n'en sont que des applications ludiques. Les utilisations sont tellement vastes, les contextes tellement variés, que sa ressource nécessite une grande adaptabilité. Quand en plus on y conjugue les connaissances, qu'on les croise entre elles, qu'on procède par analogie, l'inventivité ouvre des champs entiers à l'innovation, au progrès, grâce à l'usage que l'on peut faire ensuite de la méthode. Faute de méthode, combien d'idées géniales n'ont eu aucun futur? On a vu combien d'idées géniales provenant du recoupement d'informations dans un contexte pour les utiliser dans un autre environnement. Ainsi, ce qui distingue le médiateur professionnel rigoureux de tout autre tiers, c'est son art de l'usage de la raison et de savoir aider les autres à en faire usage. Cet usage se fait au regard des informations que l'on traite. Qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est une production de notre système neuronal? Faire la distinction entre ce que l'on a vécu et ce que l'on pense que l'on a vécu, ce qui est dit et ce qui est la réalité, ce n'est pas toujours simple. Il en va de la conduite maîtrisée de la pensée dans la perspective d'une décision, voire d'un projet. Pour clarifier un point de vue, prendre une décision, ne pas être dépendant de la production émotionnelle, qui fait autant de fumée, de flamme que de brouillard. C'est en appeler au doute. Mais quel doute? Encore à notre époque, le fondateur de la méthode n'a pas été très clair pour définir ce qu'est le doute. Et cet instrument de la pensée est essentiel dans la méthodologie d'accompagnement du médiateur professionnel. J'ai consacré un temps de réflexion à ce propos, et en croisant le modèle des structures et interactions en communication avec les repères de pensée, j'ai identifié 3 types de doutes. Le doute émotionnel, le doute expérientiel et le doute rationnel. Bien sûr, je reviendrai sur ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cela, voici une belle amorce d'appropriation. Le premier, je crains que, j'ai peur de, c'est le doute émotionnel. Le second, ai-je la compétence, c'est l'expérientiel.
Le troisième, est-ce vraiment la cause? Est-ce vraiment l'effet? C'est le rationnel. Je consacrerai une vidéo à cela plus tard, donc. Ici, je vais rester sur le cœur de la profession de médiateur. Savoir accompagner la réflexion des personnes dans une perspective relationnelle à soi ou à autrui en vue d'un positionnement intime ou d'un projet personnel ou professionnel. Au passage, je vous recommande néanmoins un ouvrage, au moins que la curiosité vous y pousse à le chercher sur Internet. Il s'intitule « Recherche de la vérité par les lumières naturelles » de René Descartes. Vous serez sans doute surpris de découvrir un Descartes, auteur d'une comédie sur l'usage de la raison. Ce qui est clair, c'est que certaines personnes n'ont que faire d'un usage rigoureux de la rationalité. Elles peuvent passer leur vie longuement avec un minimum de rationalité. Elles peuvent se satisfaire de croyances futiles, de certitudes improbables, de raisonnements fantaisistes. La rationalité n'est pas une nouvelle chapelle au regard des mystifications de la pensée dominée par les sentiments et l'intuition. Ainsi, la médiation professionnelle a autant à voir avec la médiation traditionnelle que la raison associée à la rationalité a à voir avec la raison du plus fort associée à la motivation. Vous ne serez pas étonné que certaines idées reçues de notre époque ne trouvent pas grâce ici. À vous de savoir ce que vous en ferez. Mais vous le savez maintenant. Ce que vous allez continuer de trouver ici relève de la méthode, c'est-à-dire de l'exercice d'une profession à part entière. Pas de fantaisie de chacun, avec ses hypothétiques expériences, son sens de l'énergie relationnelle et son feeling avec tel auteur ou telle idée. Mon but est de lever des travers pour bien spécifier ce qui fait l'originalité de la profession de médiateur. En effet, dans ce que je vais continuer à vous présenter, c'est de la profession dans toute sa surface d'intervention auprès des personnes et des organisations dont il est spécifiquement question. Ça peut être l'occasion pour vous d'en lâcher prise, afin de vous approprier ce qui caractérise la profession du XXIe siècle, ce que j'évoquais dans mon introduction. Avec quoi lâcher prise? Il y a de quoi faire. Faisons un point rapide sur les choses courantes en accompagnement individuel avec lesquelles le médiateur professionnel doit lâcher prise. La bienveillance, l'écoute active, l'humanisme et la maïotique, la résilience, le feeling, le bon sens, la sincérité, la bonne foi. Mais halte là, lâcher prise ne signifie pas jeter à la poubelle, ça signifie considérer tout cela avec distance, se le mettre à disposition sans s'y accrocher, sans y voir une référence. Ce dont je vous parle est en dehors des sentiers battus. Je vous invite maintenant à mettre en place le contexte de la rationalité pour que la raison soit votre instrument de réflexion. Je ne vais pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Pas de marketing, pas d'invitation à la compassion, à la sympathie, ni à l'empathie. Pas de « en même temps », ni de « ça n'empêche pas ». Je m'adresse à des personnes que le doute n'effraie pas. Je parle de professionnels qui identifient la place du doute comme instrument de réflexion, sans pour autant en être affectés, déboussolés, perturbés ou déstabilisés. Ce n'est pas facile. Sortir des modèles où l'on ne prête pas d'intention, catalogue pas les personnes, dans une modélisation normative à coup de pourcentage, où l'improbable profil de personnalité doit correspondre à l'idée que l'on peut se faire de sa propre individualité. L'utilisation de l'effet Barnum est à la clé. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'effet Barnum, eh bien, c'est une manière de poser des définitions standards qui produit des adhésions par un phénomène connu aussi, celui de l'approbation multiple. Vous savez, le fameux Yes 7. J'en ai fait une vidéo spécifique sur la manipulation. Vous pouvez la trouver sur mediator.tv. Je vous propose là un moment de rupture avec les modèles de la psychosociologie. Dans le développement personnel, de nombreuses idées fausses, partiellement fausses et complaisamment inexactes coexistent. La galerie est si fournie qu'on pourra y consacrer trop de temps. La morphopsycho,
la pyramide de Maslow, la courbe de Kubler-Ross, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, le triangle de Karpman, l'intelligence émotionnelle, l'hémisphéricité cérébrale, l'énéagramme, la respiration holotropique, la kinésiologie, l'astrologie ou encore la numérologie. Et je vous passe toutes ces approches avec les accords Toltec ne sont pas les pires, pas plus que la CNV et l'écoute active. Oui, certes, il peut y avoir des aspects de gentillesse, des fonds de bonté dans tout cela, mais ça ne fait pas la rationalité. Et c'est exclusivement de rationalité, c'est-à-dire de professionnalisme, dont je veux vous parler ici. Si je prends le temps d'écarter toutes ces mystifications après vous avoir parlé de raison, c'est parce qu'elles contribuent à détourner la réflexion de l'usage même de la raison. De plus, souvent, pour étayer ces discours, ils sont nombreux à jouer du vocabulaire des neurosciences et de procéder à des jongleries sémantiques avec une phraséologie de physique quantique. Bon, les idées fausses peuvent être des béquilles dans la pensée. Imaginez, vous êtes dans un torrent. Vous y avez chuté lors d'une balade. Soudain, il y a eu une branche qui s'est présentée à vous, tendue vers vous. Elle est rattachée au sol sur la rive. Mais elle a tout de la branche morte. Et pourtant, vous vous y accrochez. Et vous savez, c'est bon. Vous arrivez sur la rive. Alors oui, ce n'est pas parce qu'une branche est morte qu'elle ne va pas vous permettre de vous sauver la vie. Ce n'est pas parce que l'idée est infondée qu'elle ne va pas vous permettre de vous rattraper, comme à une branche. Ce n'est pas parce que, cependant, cette branche vous a permis de vous sauver la vie qu'elle vaut plus que cet usage. Elle pourra peut-être sauver d'autres vies en plus. Et alors ? Il vous faut passer à autre chose. Sinon, vous allez attribuer à cette branche des qualités qu'elle n'a pas. Peut-être aussi au sol dans lequel elle pousse, dans son environnement, etc. Je n'ai jamais nié l'effet magique des pensées absurdes, l'effet magique des illusions intellectuelles. Il faut encore qu'elles restent momentanées, et le momentané ne saurait durer longtemps. C'est comme de donner une autorisation à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose sur lequel il bloquait, et après l'autorisation, c'est fini. Pas de lien de dépendance. Dans l'accompagnement individuel ou de groupe, il faut savoir tout cela, mais pas confondre son rôle. La pédagogie et la rationalité sont des repères constants en ingénierie relationnelle. La rationalité empêche de considérer que la mystification ne peut pas aider quelqu'un. Mais l'éthique ne saurait retenir ni présenter le procédé comme fondé. Pendant le temps de la prière, par exemple, le soldat ne tue personne. Toutefois, quand il se relève, la prière ne lui a manifestement pas appris ce qu'est l'altérité, la reconnaissance de l'autre, pas plus que la qualité relationnelle. Ainsi, si la rationalité constate des effets positifs, parfois durables, de certains procédés et certaines méthodes, le constat est fait que ce n'est pas universel et c'est ce qui est également recherché pour pérenniser la transmissibilité. Apprenez par exemple à ne pas donner prise aux élucubrations de notre époque. Le langage scientifique est même utilisé pour en dénoncer les bien-fondés. Les pseudosciences font classe jusque dans le monde universitaire. On y trouve toutes sortes de théories justifiées par l'amateurisme complaisant d'intellectuels en quête de sens. Une théorie a défrayé la chronique pédagogique dans la fin des années 1970, et est arrivée jusqu'aux années 2000, 2010 et même encore. Les hémisphères cérébraux auraient eu des systèmes de traitement des informations spécifiques. L'observation scientifique aurait prouvé cela. Enregistrement vidéo à l'appui. Et c'était faux. Et pourtant, un prix Nobel avait été décerné pour cela. L'une des élucubrations les plus persistantes depuis la fin du XXe siècle passe par l'intelligence émotionnelle. Pour faire direct, le concept d'intelligence émotionnelle résulte d'un amalgame.
Leurs auteurs eux-mêmes s'y fourvoyaient. Mais ça n'empêche pas les fans d'y voir des arguments d'autant plus pertinents. Dans leur quête à définir ce qu'est l'intelligence et dans la mouvance de la contestation de l'usage de la rationalité, Mayer et Solovey, les auteurs du concept d'intelligence émotionnelle, ont énoncé qu'il s'agit de l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Autrement dit, cette intelligence émotionnelle doit tout à l'usage de la raison. Le terme habileté nécessite une attention soutenue par une expérience et une méthode, et l'expression nécessite l'usage d'un vocabulaire précis et ordonné. Je vous invite à découvrir le travail réalisé par Michel Lacroix, publié dans son ouvrage Le développement personnel, qui a inspiré un roman à Roger-Paul Droit, « Votre vie sera parfaite ». Ce n'est pas facile de reléguer des habitudes de pensée, surtout si elles nous permettent de réaliser des missions d'une manière aussi certaine que les humains d'hier ont vécu sur une planète qu'ils croyaient plate, en attribuant des pouvoirs à des êtres imaginaires, tout en lançant des objets en l'air sans connaître les lois de l'attraction terrestre. Tout pouvait bien leur donner raison. Alors, je vous invite à user de méthodes avec l'ingénierie relationnelle, avec la médiation professionnelle. Une nouvelle page s'ouvre à vous. En premier lieu, la médiation professionnelle est connue pour être efficace en matière de résolution des conflits interpersonnels. C'est moins connu qu'elle peut aussi être pratiquée lors de conflits collectifs. De nombreux médiateurs professionnels se sentent un peu dépourvus lorsque ce genre de situation leur est présenté. D'abord, le conflit collectif est-il réellement collectif ? Il faut savoir identifier ce qu'il en est. C'est un travail d'observation, d'audit et d'analyse. Le diagnostic est souvent vite posé. Il consiste à extraire de là le rôle de chacun en termes de causalité, d'implication, de soutien, voire d'intérêt plus technique. Des questions sont ouvertes. Peut-on ou non réunir les acteurs ? Faut-il envisager plusieurs médiateurs professionnels ? Est-ce de la résolution de conflits où certains acteurs influenceurs n'étant pas autour de la table? Est-ce une situation où une décision préalable est à intégrer? Type restructuration d'entreprise, suppression suite à une modernisation de certains postes, délocalisation, transfert de compétences. Les techniques d'intervention, d'accompagnement sont les mêmes, mais le processus doit être adapté. L'expérience des praticiens qui interviennent lors des réunions est un atout majeur. La médiation professionnelle apporte cependant ici un moyen de bien anticiper les modalités de mise en place des solutions dont le principe est néanmoins imposé. Les personnes sont amenées à adopter une décision dans un contexte contraignant. Elles ne sont plus intégrées dans le projet des entrepreneurs. L'accompagnement individuel est désormais utile pour leur permettre de passer le cap d'un changement dans leur vie professionnelle. Des aspects de la conflictualité sont souvent à aborder pour aider à les résoudre. Ces savoir-faire dans l'accompagnement relèvent des compétences que le médiateur professionnel peut avoir à affiner, mais c'est dans son champ d'intervention. Ainsi, vous aurez noté que le médiateur professionnel intervient dans plusieurs types de projets. Je les classe en 4 catégories. La résolution du conflit interpersonnel, la résolution du conflit collectif, l'accompagnement individuel et l'accompagnement d'équipe. Le médiateur professionnel peut intervenir lui-même, seul ou en équipe. Vous le savez, les techniques de médiation professionnelle sont des techniques d'accompagnement individuel dont les coachs professionnels doivent pouvoir se doter afin de perfectionner leur technicité. C'est possible. Je vais déjà vous dire que tous les médiateurs professionnels ne peuvent pas exceller en accompagnement individuel, mais tous en font de manière performante.
Ou en tout cas, c'est bien l'objectif de la formation CAPEM. Pourtant, ce qui sépare le médiateur professionnel d'une compétence d'accompagnement individuel, c'est l'appropriation de la transversalité de ces techniques. Cette appropriation lui permet de passer de la maîtrise d'un processus structuré visant la résolution d'un différend interpersonnel à l'appropriation d'une compétence multi-usage. Mais c'est vrai qu'avant de pouvoir le faire, il faut savoir accompagner la résolution d'un conflit. Et pour y arriver, il faut maîtriser le processus de l'entretien individuel. Et pour cela, il faut maîtriser les techniques d'haltérocentrage. Tout cela est exigeant, c'est vrai. Mais c'est ce qui fait le médiateur professionnel. C'est ce qui fait qu'il peut proposer, ou pas, des prestations variées ou rester spécialisé. Ainsi, certains médiateurs professionnels seront aussi coachs et consultants, et d'autres resteront dans le champ de cette spécialité de la résolution des conflits. Une question de choix, sans doute. Mais c'est clair, la compétence transversale est perfectionnable dans les cursus d'habilitation proposés par le PMN. Ainsi, tous les médiateurs professionnels peuvent faire de l'accompagnement individuel et, avec un développement de leurs compétences de base, ils peuvent intervenir en coaching. Et je vais vous apporter plus de précision. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai. Tous les coachs ne peuvent pas se positionner pour exercer la médiation professionnelle. Et vous allez pouvoir le comprendre en suivant mon propos maintenant. Il peut y avoir une très grande différence entre le coaching et la médiation professionnelle. D'emblée, je peux vous dire qu'il en va d'une question de posture et de relation à la demande. Quand j'ai commencé à développer la médiation, je me suis posé cette question. En tant que médiateur, suis-je neutre concernant la démarche de la médiation même ? Alors, je me suis tourné vers des médiateurs et tous ont répondu que oui, bien sûr. Le principe devait être la neutralité, mais quand même sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Alors, la neutralité, où était-elle partie ? Et j'ai compris qu'en fait là, il en allait d'une question de morale et de droit. Et que c'était donc pas la profession de médiateur qu'on allait définir avec cela, mais une activité connexe des professions juridiques, une activité sous tutelle des juges et dépendante de la définition politique du moment. Cependant, j'avais une réponse qui germait. La profession de médiateur ne peut pas être neutre quant au type d'issue des différends quand le médiateur intervient, le médiateur professionnel, cela s'entend. Et il allait y avoir une grande différence. La profession de médiateur ne peut pas accompagner de manière satisfaisante des personnes dans une démarche de conflictualité, dans une posture entretenue d'adversité. Outre qu'il m'a fallu identifier les issues de la conflictualité, que j'ai nommées les 3 issues de l'adversité, et les 3 issues de la médiation professionnelle, que j'ai nommées les 3 issues de l'altérité, j'ai dû identifier les positionnements relatifs à l'éthique et à la déontologie. Et pour exercer en tant que médiateur professionnel dans l'accompagnement individuel de groupes, quel que soit le projet, développement ou résolution de conflits, cette réflexion est fondatrice. Là encore, il faut trouver à nuancer. Les habitudes sont plutôt au mélange des genres. J'ai donc affirmé que l'éthique est relative à la vie en société et la déontologie à l'exercice professionnel. Et les choses peuvent devenir plus claires pour tout le monde. Quand il intervient avec des clients, le médiateur professionnel est distancié, indépendant, neutre et impartial. Quand on parle d'éthique, la neutralité par rapport à la solution peut être terrible. On a vu ce que l'expression solution finale a signifié. La neutralité est immédiatement complice. Alors, la profession de médiateur ne peut pas être embarquée par cette neutralité. La profession de médiateur est tenue par une démarche éthique, engagée par la promotion de la qualité relationnelle. Elle en fait sa toile de fond, dans la perspective d'une entente marquée par l'altérité.
quelle que soit la demande faite au médiateur professionnel, elle est placée dans la perspective d'une entente, de l'altérité, de la liberté de décision, de la qualité relationnelle. Il ne peut pas en être autrement. C'est cet engagement qui prévaut. En conséquence, au regard de la vie en société, le médiateur professionnel n'est pas neutre. Il a besoin d'un contexte favorable en garantie de l'exercice de la liberté de décision. Il est engagé par la promotion de l'égalité des droits, par celle de l'altérité, de l'accueil, par la garantie de son indépendance et enfin, par la qualité relationnelle et le paradigme de l'entente sociale. Le médiateur professionnel sait que la demande d'un client évolue. Il ne peut pas signer un contrat au regard de cette demande, c'est absurde. C'est d'ailleurs cet état d'esprit qui fait notamment que les méthodes de médiation traditionnelles sont peu performantes. Le médiateur professionnel sait, lui, que quand la personne n'est plus sous l'emprise de ses émotions, sa demande change. Le principe de la médiation professionnelle est de revisiter les fondements de la demande contraignante dans la perspective de l'entente résolutoire. Observons qu'en coaching, le contexte n'est pas le même. Ainsi, il peut en être complètement autrement. En effet, un coach peut entraîner ses clients au regard d'une demande d'accompagnement. Charge au coach d'accepter ou de refuser, mais toute démarche peut faire l'objet d'une approche de coaching. Un contrat est d'ailleurs souvent établi au regard de cette demande. Celle-ci peut être relative à une stratégie, et n'oublions pas que dans stratégie, il y a le sens de l'affrontement. Je vous invite à regarder l'étymologie de stratégie avec stratos, qui signifie quand même guerre, ou armée. C'est conduire une armée ou conduire la guerre. Donc la demande peut consister à engager une compétition pour vaincre, pour gagner, et qu'en conséquence, l'adversaire perde. Ce type de coaching est pratiqué, même s'il n'est pas très visible dans les formations proposées en entreprise, il est quand même plus répandu qu'on ne le dit. C'est un coaching qui existe dans les environnements où les places à prendre sont limitées, place de leader politique, dans les hiérarchies, dans les affaires et dans le sport, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits quand même. Ce type de coaching est présenté comme contraire à l'humanisme bienveillant qu'il est de bon ton d'afficher dans le coaching. Il est mis à l'index par dénonciation d'une compétition qui serait malsaine. Il vise à établir une supériorité en force, soit de manière affirmée et définitive, soit d'une manière circonstanciée, à un moment donné. De fait, souvent, il joue d'opportunité et ne prend guère en compte la qualité ou la compétence, mais plutôt une certaine vivacité dans le sens de la répartie, la sagacité ou les jeux de stratégie. À ce stade de mon propos, je peux dire que le médiateur professionnel est engagé éthiquement pour les issues en altérité, tandis que le coach peut répondre à une demande d'entretien de la conflictualité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit plus avant que tous les coachs ne sont pas dans une prédisposition favorable à l'exercice de la médiation professionnelle et de l'ingénierie relationnelle dans les accompagnements individuels. Vous voyez la différence entre ces coachings, qu'ils soient fondés sur une compétition d'affrontement ou sur de la complaisance, ce n'est pas la pratique de l'ingénierie relationnelle adoptée comme instrumentation par le médiateur professionnel. Un client qui fait appel à un médiateur professionnel pour un accompagnement sait dans quelle optique il est amené à réfléchir. Et s'il est nécessaire de prospecter dans les stratégies d'affrontement pour mieux en cerner les écueils et les conséquences, les choses seront faites avec méthode, dans la perspective de trouver une entente, avec les principes de qualité relationnelle. Dans l'accompagnement individuel, ce n'est pas nécessairement de l'aspect émotionnel dont il est prioritairement question. Il peut être question d'élaboration d'un projet. Cependant, en avançant, l'émotion arrive sous des formes variées, avec ses écrans de croyances et autres repères de pensée. C'est alors que l'on vient à échanger, à utiliser des raisonnements. Autant le médiateur professionnel doit maîtriser la discursivité qui risque de diluer les échanges et perdre jusqu'à l'objectif,
autant il doit maîtriser différents raisonnements pour aider son interlocuteur à structurer sa pensée. C'est ici que se façonne l'intelligence humaine. Observons que l'intelligence humaine a évolué et qu'elle évolue encore. Et peut-être qu'elle ira encore plus loin. Allez savoir. De notre propre expérience, dans notre parcours de vie, nous pouvons constater que nous avons pu évoluer. C'est vrai, parfois, certains deviennent plus obtus. Et l'intelligence n'est pas au rendez-vous. Alors, ce que j'appelle l'intelligence, c'est le produit des rapports entre notre conscience, l'usage de notre rationalité et la mise en œuvre de notre réflexion. Je peux le dire autrement. L'intelligence est la conjugaison des effets de la conscience, de l'usage de la rationalité et des pratiques de réflexion. Intelligence égale conscience, rationalité, réflexion. L'accompagnement d'un médiateur professionnel est dans cet état d'esprit. Privilégier l'usage de la raison, favoriser l'émergence de la conscience, faire réfléchir, et le tout à la fois de manière interactive. Vous verrez, c'est très créatif. René Descartes faisait observer que ce qui fait une personne est moins le contenu de ce qu'elle a reçu comme instruction ou éducation que le seul fait qu'elle est et qu'elle pense. Autrement dit, la manière de penser la réalité peut avoir plus de conséquences que la réalité elle-même. Si je considère que quelque chose est dangereux, je vais agir pour m'en protéger. Si je panique, je vais peut-être provoquer une catastrophe autour de moi. Alors, qu'en est-il pour le médiateur professionnel ? Dans ce domaine, les idées reçues de chacun peuvent être des obstacles à la réussite de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnateur lui-même doit avoir fait le chemin de la rationalité. Et s'il se fait complaisant avec lui-même, il perdra en performance. Certes, les conséquences ne seront pas dramatiques en soi, mais c'est une question de précision, d'exigence, autrement dit, de professionnalisme. Le médiateur professionnel sait que ses idées façonnent ses interventions et qu'elles influencent de manière implicite ou explicite les personnes qui ont confiance en lui. Pour bien aborder cela, il faut procéder à plusieurs constats. D'abord, concernant la personne, ensuite, concernant la relation. La manière dont on considère qu'une personne fonctionne peut constituer un obstacle à son accompagnement. En définissant une relation avec des concepts conflictuels, psychothérapeutiques, bourreau, victime, pervers, juridiques, coupable, innocent, ou moraux, bien, mal, on peut s'empêcher d'accompagner quelqu'un parce qu'il est déjà catalogué, jugé, condamné, passible d'une sanction, etc. Nous devons constater que dans une relation, la conflictualité n'est pas le problème. Ce n'est qu'une conséquence d'une cascade de rapports avec soi-même, avec l'autre, en interaction. Force est d'observer que l'on ne résout guère les choses en traitant les conséquences. Donc c'est la mise en œuvre de la reconnaissance, vous connaissez R au cube. Le médiateur professionnel est l'acteur de la reconnaissance des personnes. Nous voyons ces aspects en formation de médiateur. C'est d'ailleurs pour cela que nombreux sont les médiateurs professionnels qui découvrent que les entretiens individuels bien maîtrisés peuvent suffire pour favoriser la résolution d'un conflit. Parce que la résolution d'un conflit interpersonnel a sa source dans la relation qu'une personne en conflit a avec elle-même. Dans l'interrelation, affirmation de soi, altérité. Nous voyons cela aussi au travers des courants de pensée et des modélisations concernant le fonctionnement humain, les systèmes relationnels, la régulation des différends et ce qui fait la motivation humaine. En conduisant la réflexion sur la qualité relationnelle, l'identification de ce qui a provoqué la dégradation relationnelle jusqu'au conflit, le médiateur professionnel utilise un savoir-faire créateur d'un climat de confiance. Vous pouvez approfondir cette démarche
Avec l'appropriation du modèle des structures et interactions en communication, l'étude SIC, pour le médiateur professionnel, ce modèle est un outil global d'aide à l'observation du fonctionnement communicationnel humain. Il dispose là d'une matrice de réflexion sur les mécanismes de communication, de la réceptivité de l'information, de son traitement et de son expressivité. Le client à qui le médiateur professionnel fait le retour de l'étude SIC a des indications parfois très précieuses sur son potentiel de qualité relationnelle, de créativité, sa dynamique réactionnelle, voire conflictuelle, son fatalisme fonctionnel, ses tendances à la surenchère et ses aspirations à la reconnaissance. La richesse de la réflexion qui ressort de l'utilisation du modèle SIC permet de faire un bilan communicationnel. Elle ouvre des perspectives sur un programme de développement personnel et professionnel. L'objectif visé est l'appropriation de la diversification des modes de fonctionnement. C'est savoir habiller de multiples manières sa communication, comme de jouer de la musique, écrire des vers, lire un roman, regarder la télévision et faire cuire des pâtes ou du poisson ne change pas la personnalité. Ça l'enrichit de multiples expériences. C'est cela, utiliser pour s'approprier les styles de communication d'autrui dans la perspective d'augmenter son potentiel, sans considérer qu'on y perdrait quelque chose d'original. C'est devenir maître de soi sans subir des effets de soumission en soi. Communiquer de multiples manières, c'est se donner des possibilités variées d'interagir avec le monde, augmenter son expérience d'existence. Le médiateur professionnel le pratique, et c'est ce qu'il transmet aussi lors de ses accompagnements. Ce modèle, le modèle SIC, est très différent des autres pratiques de tests de personnalité. Il n'évalue pas, il donne un repère et permet de s'en échapper. Il ne s'agit pas de se connaître, ni tant de se comprendre, que d'avoir prise sur la manière dont tout humain fonctionne afin d'apprendre l'adaptabilité et la diversification. Ce modèle est le premier modèle défini dans le champ de l'observation de l'altérité. C'est dans cette perspective qu'il est utilisé pour conduire les entretiens d'accompagnement. Il outille la réflexion dans la relation à soi et aux autres. Il permet de clarifier les contextes dans lesquels les personnes s'impliquent, les projets qui peuvent leur être motivants, parce qu'en premier lieu, il favorise une discussion structurante avec soi-même. Il permet de débattre avec soi-même. C'est ça, l'intérêt de cet outil, c'est cesser de se battre en soi, de se battre contre soi-même. C'est débattre. En plus de l'appropriation d'une pratique de la rationalité et de l'utilisation du modèle SIC, un autre accompagnement réalisé par un médiateur professionnel est sur l'appropriation du référentiel de qualité relationnelle en soi ou et avec autrui. Ce travail peut être individuel, en groupe ou en couple. Il faut toujours voir ces interventions comme transversales, c'est-à-dire qu'une autre thématique peut être au cœur de l'accompagnement. La définition de projets personnels, l'orientation, la reconversion, l'évolution de carrière, une question relationnelle, un positionnement de vie, un projet d'entreprise. Ici, pour la qualité relationnelle, le médiateur professionnel dispose d'un programme personnalisable avec un e-learning de consolidation mis à disposition par le PMN dans un parcours d'habilitation. Cette personnalisation que fait le médiateur professionnel, c'est au regard d'une recherche de son client. Dans tous les cas, le parcours permet d'avoir une structuration de la réflexion et tous les sujets peuvent être abordés de manière précise, puisqu'on a des thématiques transversales qui sont spécifiques à la qualité relationnelle et qui suivent le parcours donc d'accompagnement. La réflexion peut porter sur les rapports enjeux-émotions, c'est-à-dire
intérêt, motivation, de l'harmonie en soi. Cette réflexion devient importante parfois. La maîtrise de cette instrumentation permet aux médiateurs professionnels d'accompagner ses interlocuteurs dans les interactions monde en soi, soit dans le monde, sous l'éclairage de la démarche d'équilibre dans le monde, d'harmonie des informations en soi et de satisfaction des interactions. Ça, c'est vu notamment dans le parcours qualité relationnelle. Et c'est approfondi si c'est opportun, mais ça permet dans tous les cas, par exemple, à une personne accompagnée de s'ouvrir à des sujets qui pourront l'intéresser. Cette réflexion, SHE, satisfaction, harmonie, équilibre, est une manière de pratiquer une introspection. Elle est d'autant plus riche et rapide que la personne possède une expérience d'observation. On regarde les autres pour pouvoir se regarder soi-même. Souvent, nous avons plus de surprises à nous découvrir qu'à observer autrui. Ce constat vaut bien sûr en premier lieu pour le médiateur professionnel. Le médiateur professionnel anime la réflexion de ses interlocuteurs. Il les aide à réfléchir, autant qu'il les réfléchit. Et lui-même ne peut s'être étranger. Le médiateur professionnel doit avoir des repères détaillés concernant notamment le fatalisme fonctionnel, les repères et les habitudes de pensée, les certitudes, les convictions et les croyances. C'est un autre accompagnement encore qu'il peut faire parce que c'est devenir autonome par rapport à ses habitudes de pensée, ce qui fait les carcans. Vous savez, dans l'allégorie de la caverne, ces fameuses habitudes de pensée qui sont en fait symbolisées par les chaînes qui tiennent les prisonniers dans la demeure souterraine. C'est le type même de prestation d'accompagnement dont le médiateur professionnel peut se doter pour faire de l'accompagnement individuel. On reste dans la thématique relationnelle de la résolution des affrontements personnels. Certains de ces repères de pensée sont facilitants, d'autres constituent des entraves, voire font obstacle à la réalisation de projets. Ces repères de pensée provoquent des états de stress. Ils peuvent se complexifier en nous faisant confondre ce qui vient de nous et ce que nous attribuons à d'autres comme pouvoir sur nous. Et c'est là où le médiateur professionnel aide au déconfusionnement. Il est au cœur du trait d'intention et de la confusion identitaire, avec les ressentis, le tout emmêlé. Le médiateur professionnel peut faire ainsi de l'accompagnement avec ce type de module en support, ce qui renforce les appropriations et les rend plus rapides et pérennes. Avec les outils de l'ingénierie relationnelle, les formules d'accompagnement individuel sont devenues de ce fait plus diversifiées. Je vais terminer sur un point technique quand même. Et je n'insisterai jamais assez sur l'incroyable performance que représente un entretien conduit sous la forme d'un haltérocentrage. Parler de l'autre à l'autre pendant 3 quarts d'heure, voire 1h30, c'est un vrai challenge. Je vous en parlais ainsi au début de mon propos. Une compétition avec soi-même. Mais quel bénéfice pour l'interlocuteur. Et c'est cela, c'est une performance professionnelle. C'est pour cela que ces entretiens sont aussi efficaces. Avec l'haltérocentrage, c'est la méthode, la rationalité, la logique qui est mise en avant. Nous sortons de l'état d'emprise que nos ressentis ont sur notre organisme. Nous mettons en action ce pouvoir original que nous offre notre raison. Nous utilisons les mots pour mettre de l'ordre dans les pensées. Nous aidons donc nos interlocuteurs à être les architectes de l'harmonisation de leur fonctionnement. Nous permettons à nos interlocuteurs d'intervenir sur le bricolage que produit le cerveau à l'insu de la conscience, hors réflexion et rationalité. Ce savoir-faire est lié à l'appropriation des techniques préalables à l'outillage du processus structuré de médiation professionnelle. Dans la formation initiale des médiateurs professionnels, l'insistance est forte
pour que les futurs professionnels de la médiation maîtrisent les modalités des entretiens individuels. La maîtrise de ce vocabulaire vous conduit à changer votre manière d'être en relation. Nous ne percevons plus la réalité de la même manière avec cette technique. Ce que nous voyons de travers ne nous le paraît soudainement plus quand ça ne l'est pas. Je l'ai indiqué, mais je vais l'illustrer. En utilisant des mots, nous modifions notre relation à la réalité. Nous interférons sur la réalité rien qu'avec les mots. Il suffit parfois de s'accorder sur leur signification. Les procédés peuvent passer par l'étymologie, les jeux de mots, la polysémie et bien d'autres variantes comme l'analogie. Vous qui avez désormais la connaissance de ces outils, vous savez l'importance de la forme attributive du langage et de la restitution de sens. Avec cette technologie, le médiateur professionnel crée à ses interlocuteurs des occasions de tester un vocabulaire diversifié. Alors, la profession de médiateur est une profession qui aide les personnes dans la construction intérieure qu'elles ont de leurs relations. Elle intervient sur les mots, leur structuration, les montages sémantiques, les façons d'élaborer les interprétations, les contraintes en soi, puis avec les autres. Le médiateur professionnel intervient ici en support technique. Praticien de l'ingénierie relationnelle, il utilise les techniques de réflexivité. Son approche a pour toile de fond la qualité relationnelle avec soi et avec les autres. Il est parfois confrontant, parfois reconnaissant, parfois aiguillant, parfois éveillant. Et pour conclure, voici un exemple d'un retour réflexif sur la pratique de la réflexion. Un soir, un adolescent arrive à la maison. Sa mère l'aurait mis à la porte. Elle lui aurait dit de ne pas revenir dormir dans sa chambre. En plein hiver, ce n'était pas vraiment la période. Je passe les détails de l'histoire, les mots échangés, les gestes violents. Elle aurait appelé la police. Il me disait que pourtant, il réfléchissait, il ne faisait pas comme elle. Selon lui, elle était bornée. Alors, je lui ai demandé de me dire, puisqu'il me disait qu'il réfléchissait, comment il pratiquait la réflexion. Il m'a dit qu'il cherchait à dire les choses de manière différente, avec calme, à choisir ses mots, mais tout en étant ferme, sans être insultant. Et que vraiment, là, c'est bien la preuve que sa mère était bornée, parce qu'elle n'entendait rien, elle n'écoutait rien, elle ne voulait jamais rien savoir. Alors, je lui dis, mais c'est pas ça, réfléchir. Il a été surpris. Je lui dis, ça c'est une activité qui correspond au fait de laisser son cerveau penser de la même manière en réalité. Tu cherches des mots, mais toujours dans le même sens. Et je lui dis, il me regardait d'une manière perplexe, et je lui dis, regarde dans cette vitre que tu vois là, qu'est-ce que tu vois? Et il me dit, mais je me vois, et je te vois. Ah, et je lui dis non. Non, moi je suis là, et toi t'es là. On est tous les deux en face, et puis c'est pas nous qui sommes là-bas. Et comment ça? Ben non, je lui dis non, c'est notre image. Ah oui, mais bien sûr, c'est ce que je veux dire, me dit-il. Non, je lui dis, c'est peut-être ce que tu veux dire, mais c'est pas ce que tu as dit. Alors là, il était un peu plus perplexe. Je lui dis, mais c'était pas assez. Je lui dis, tu vois, regarde, c'est donc notre image, nos images, des reflets de nous que tu vois, et tu disais que c'était nous, comme si nous étions deux fois. Mais ce qui n'est pas le cas. Alors après, tu me dis, moi je corrige, mais parce que je t'ai mis en évidence le fait que tu te trompais. Et tu l'as reconnu facilement. Et dit oui, ben c'est tout à fait ça, moi, quand je me trompe, je le reconnais. Ah, j'ai dit, ben c'est bien, on va pouvoir aller plus vite. Donc tu me dis que ce sont nos reflets, mais que remarques-tu encore? Alors il m'a dit, bien, rien, il fait nuit. J'ai dit oui, d'accord, il fait nuit. Mais quoi d'autre?
Rien. J'ai dit, mais tu vois bien que nos images sont inversées. Oui. Je lui dis, tu vois, c'est ça, réfléchir. Réfléchir, c'est procéder par inversion. Quand tu réfléchis, tu ne fais pas que penser. Penser, c'est linéaire. Réfléchir, c'est procéder par cette inversion qui fait que, eh bien, si tu te vois là-bas, ton reflet, il te regarde. Et donc, si tu as quelqu'un en face de toi et que tu réfléchis par rapport à ta relation avec cette personne, il va bien falloir que tu inverses quelque chose. Alors comment ferais-tu ? Voilà, c'était tout sur la réflexion. Parce que cette histoire, c'est vrai qu'elle est vraiment chargée d'émotions, avec cet adolescent en herbe, qui est ce petit homme en herbe, et cette pensée, cette réflexion qui est en train de mûrir, avec toute la complexité de la relation au sens des choses. Mais, voyez-vous, chaque mot peut être important, et c'est le sens qui peut être donné à ces mots qui peuvent faire la différence juste pour un moment, juste un instant. Parce que je peux vous dire qu'après ça, l'enfant est rentré chez lui et sa mère l'a bien accueilli, parce qu'il avait un autre discours. Alors, voilà. En résumé, je vous ai fourni des repères, indiqué des techniques expérimentées. Mon propos a donc été de vous montrer en quoi les médiateurs professionnels sont prédisposés à faire différents types d'accompagnement individuel parce qu'ils bénéficient, de par leur formation initiale à l'EPMN, de bases solides pour intégrer des outils et des techniques afin d'augmenter leurs compétences. Il y a aussi de quoi travailler pour les coachs. Ils ont peut-être vu, si vous êtes coach, vous avez peut-être vu des plateformes communes, des éléments communs. Et si vous voyez, si vous êtes à la recherche de méthodologie, de pratiques rationnelles, alors bienvenue dans l'ingénierie relationnelle et la pratique peut-être de la médiation professionnelle. Les médiateurs professionnels sont des spécialistes de l'accompagnement relationnel, les relations aux autres, la relation à soi. Il y a eu dans mon propos des préconisations de changement de modèle, des observations, de références inutiles, voire encombrantes de la méthodologie et puis de la technicité performante. En tant que médiateur professionnel, avec l'exigence de votre formation continue, vous pouvez ainsi exercer dans des pratiques d'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif, de relation à des projets, de résolution de conflits ou projets d'entreprise, de clarification d'objectifs, d'aide au positionnement personnel, de faire du consulting d'entreprise, ce qui est le fil de leur intervention. Pour les médiateurs professionnels, vous l'aurez constaté, c'est l'éthique, la qualité relationnelle, l'entente et l'entente sociale. Donc les médiateurs professionnels, vous disposez d'outils puissants, des processus d'entretien, de réunion, des parcours d'accompagnement, des matrices de créativité, de relations au changement, des outils de e-learning, de repères de pensée, de structure et d'interaction en communication, de qualité relationnelle. Et si vous êtes un client, assurez-vous que le médiateur professionnel est en effet identifié au sein de l'organisation de la médiation professionnelle, la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Vous aurez la garantie de son engagement éthique et déontologique. Je vous remercie.